est-ce que on peut prévoir l'avenir? Ah. Alors moi je dis non. On ne peut pas prévoir l'avenir. On peut réfléchir sur des éventualités qui peuvent effectivement nous parvenir, enfin réfléchir par rapport à des données astrologiques sur un cycle solaire ou sur un transit qui se produirait chez une personne, et déduire que par rapport à ce qu'est cette personne, qu'elle va peut-être effectivement se manifester d'une certaine manière, mais ça ne prédit rien pour autant sur la possibilité de définir une orientation sur l'avenir, ou un fait particulier sur l'avenir. Moi, j'y crois pas du tout. Voilà. Maintenant, qu'on ait une sensibilité par rapport à ça en disant tiens, il va arriver par exemple une Vénus sur un point crucial de votre thème, bon, bah, on peut toujours imaginer que la personne sera peut-être dans une époque un petit peu de grâce, ou qu'elle aura un sentiment peut-être de plus grande plénitude, ou de recherche un petit peu d'harmoniser un peu mieux sa vie, voilà. Bon, mais pas plus, c'est tout. Est-ce que ça se produira? Pas forcément. Pour revenir à vos réflexions d'ordre philosophique de tout à l'heure, vous disiez que finalement, pour être astrologue, ou pour faire de l'astrologie, il faut être capable de revenir à l'essentiel des choses. Ça veut dire qu'il faut, quand on veut étudier quelque chose, il faudrait déjà, si on veut relier l'astrologie à quelque chose, il faudrait déjà que ce quelque chose, on l'ait clairement défini, on l'ait clairement cerné. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire un travail de décantation, de clarification de l'objet qu'on essaie d'expliciter. Tout à l'heure, vous nous parliez de la nécessité pour l'astrologue de faire un effort de conceptualisation, de clarification des données. Allez-y. Oui, oui. Ah oui, très bien, oui. Oui, j'avais compris, Jean-François Tilly, j'avais compris que il vous paraissait essentiel pour faire de la bonne astrologie de ne pas rester à la surface des choses, oui, aux apparences. Absolument. Absolument, parce que, enfin bon, chacun sa manière de voir. Moi je sais que si j'ai l'essence et le principe, je comprends mieux ce que je vais pouvoir peut-être essayer de dire au niveau de la pratique. Donc c'est pas le tout d'avoir une pratique, c'est d'essayer d'avoir l'essence même des choses. Alors l'essence, c'est pas du tout, c'est pas non plus une pratique, c'est d'avoir le concept. Et le concept, c'est après on va pouvoir on va pouvoir décliner plein de choses à partir de ce moment-là. Je vais donner une idée d'ailleurs. Voilà. Si on prend, on va faire pas de la linguistique, mais on va essayer de définir un principe abstrait, qui est par exemple un mot qui va être porté. À partir de porter, on peut transporter, on peut emporter, on peut déporter, etc. Mais vous n'avez pas d'objet pour autant que vous allez... Là, il va falloir trouver des objets. Donc, à partir du mot porter, vous allez pouvoir dire, ah ben oui, tiens, un char, par exemple, une voiture, un train, un avion, un bateau, etc. Puis, vous allez pouvoir, après, encore décliner quel type de bateau, quel type de train. Et puis, vous allez pouvoir mettre une marque. Et puis, vous allez pouvoir mettre beaucoup de choses. Et puis, vous allez avoir, c'est-à-dire des milliers
de référence d'objet par rapport à porter. Ça peut être une chaise à porteur, ça peut être... et puis tout ce qu'on a apporté, tout ce qu'on doit porter, tout ce qu'on doit transporter. Vous pouvez vous emporter aussi, donc donc c'est vous-même, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du principe. Et si vous avez le principe, vous allez pouvoir adapter après, bien entendu, sur le plan individuel et du particulier, par rapport à votre client, en disant bah, vous c'est ça, voilà, c'est la chaise à porteur qu'il vous faut, et vous c'est l'avion qu'il vous faut, voilà. Mais au départ c'était le mot porter. Et le principe de l'astrologie, à mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que s'il fallait tout réduire à 19, 12 plus 7 les éléments, eh bien on ne fait que choisir simplement les essences et les principes. Et à partir de ce moment-là, l'astrologie devient beaucoup plus riche. Se démultiplie. Et se démultiplie. Mais qu'est-ce que le principe de la vie? Regardez par exemple, encore un autre exemple. Vous avez le principe de la vie. La vie, vous avez, pour tout le règne, on va dire, animal et humain, vous avez un même principe qui va donner la vie, qui est le système respiratoire, circulatoire, digestif. Voilà, donc vous avez en gros trois éléments les plus importants. Si vous avez une bonne fonction de ces trois éléments, vous êtes sûr d'être maintenu en vie, déjà d'une part. Mais vous vous apercevez qu'il y a une grande diversité à partir de ce moment-là, de formes, de couleurs, d'apparences, etc., qui sont extrêmement diversifiées. Pour autant, vous avez, j'ai oublié le système osseux, et le système osseux, eh bien, vous avez partout, entre autres chez les mammifères, particulièrement, d'autres classes d'animaux aussi, mais vous avez exactement le même système osseux. Que vous preniez le tibia chez une baleine ou chez un lion ou chez un être humain, vous avez de toute façon la même fonction, et pour autant avec des apparences complètement différentes. Donc vous avez un principe de départ et vous avez toute une déclinaison de couleurs, de formes et de variétés de toutes sortes. Il y a quand même un paradoxe, M. Tilly, c'est qu'en fin de compte, pour vous, la philosophie doit s'ancrer sur les fonctions planétaires, quelque part, sur les grands principes planétaires et même zodiacaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous n'avons pas à nous-mêmes faire cette recherche. Il suffit de dresser le thème et on a la réponse. C'est ce que j'appelle, c'est en cela que la philosophie, et il y en a la même chose en psychologie. L'astropsychologue, lui, il fait le thème, il a la réponse à la question, là où le psychologue devra faire un travail de recherche. Lui, son travail de recherche, il sera déjà réalisé parce qu'il aura directement accès aux éléments astrologiques. Ben, si on a pu, effectivement, grâce à l'astrologie, décrypter l'univers, parce qu'on a les clés, parce qu'en réalité, c'est des clés. Si on a les clés, ben, il est certain que ça devient beaucoup plus simple. À partir du moment où vous avez une clé, et que c'est codifié, c'est ce qu'a créé l'astrologie, elle a codifié tout le système. Les anciens ont décrypté leur univers visible. Ben, il faut bien partir de quelque chose. Donc c'est à partir effectivement du visible. S'il n'y avait pas de visible, ils ne pourraient pas. Donc ils ont justement, c'est ça qui est très fort de la part des anciens, c'est qu'ils ont observé la nature, ils ont mis plusieurs milliers d'années, hein, ils ont eu le temps pour pouvoir l'observer. Et à partir de ce moment-là, ils ont fait des corrélations,
et des analogies par rapport à ce qu'ils voyaient. Quand ils disaient, par exemple, je reprends, je vais prendre un exemple simple. Je reprends l'exemple que je citais tout à l'heure, porter. Et porter, on pouvait très bien décliner toutes sortes d'objets à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place d'un ancien en disant, tiens, je vois une Mercedes, je vois une Renault, je vois une Citroën, je vois une Toyota. Bon, effectivement, les modèles ne se ressemblent pas. Mais en attendant, je constate qu'il y a une chose qui est en commun, c'est qu'elle transporte, elle porte, justement. C'est-à-dire qu'elle lévite quelque chose, et qu'elle nous lévite, elle nous met dedans, et puis nous déporte à un autre endroit. Eh bien, à partir de ce moment-là, les anciens vont dire, je constate ça, maintenant à moi de réfléchir, quel mot je pourrais inventer pour justement relier tous ces éléments qui sont apparemment différents, mais qui sont tous un moyen en tout cas de pouvoir, on connaît le mot maintenant, on peut le dire, transporter. Eh bien eux, ils vont inventer transporter. Et ils ont inventé transporter. Donc, les anciens ont pu mettre après en relation transporter avec le thème du zodiaque. Parce qu'ils ont vu aussi des éléments qui permettaient, c'est-à-dire de trouver un système qui soit qui transporte les choses. Voilà. Alors, quand on étudie, entre autres, les étymologies, c'est une véritable source de richesse. Je vais vous donner un exemple. À travers soleil, je vais chercher des notes, une note. Je vous en prie. Oui, c'est à partir de soleil. Le soleil. Si vous prenez par exemple en latin le soleil, va vous définir toutes sortes de possibilités d'être. Et on comprend. Et encore, j'ai pas tout noté parce que bon, il faudrait devoir expliquer, ce serait trop long, etc. J'ai pris les principaux. Effectivement. Mots qui seraient en relation avec l'étymologie de soleil. Vous avez... Vous avez le soleil. Alors pour mieux comprendre déjà le principe solaire, c'est un principe qui va frapper notre sol et qui va définir quelque chose d'extrêmement matériel en réalité, et qui va donner une puissance sur notre sol terrestre. Donc, oui, le soleil et le sol, oui, c'est ça, vous jouez sur le... Non, mais c'est l'étymologie, oui. Et c'est ce qu'il faudra appliquer sur un thème astrologique. Quand on prend par exemple le soleil, quelque chose qui est de l'ordre du divin et autres, oui, si on veut ramener, c'est-à-dire à une certaine forme divine, bon, pourquoi pas. Mais en réalité, la pratique, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est l'élément qui va nous donner, au contraire, quelque chose d'être pragmatique, quelque chose qui va nous donner de l'ordre de la réalité purement terrestre. De la terre, presque. La terre, voilà, la terre. Regardez, on a sandal. En latin, c'est solea. Sandal. On a garniture du sabot de cheval. Oui. On a, alors j'arrête pas à me le relire, j'ai écrit tellement mal généralement que...
Bon, ça va m'échapper, peut-être je vais revenir, mais quitte à ce que je prenne le dictionnaire, parce qu'on trouve ça sur un dictionnaire, hein, tout simplement. Bien sûr. Solidé, solide, massif, dense, Solidarité, compact. Alors, justement, il y a un mot, consolidé. Consolidé. Il y a le mot sol, avec la préposition comme, par conséquent, et complet. Consolider, ça veut dire en fait ne faire qu'un. Oui, mais vous allez voir après. Sédimenter. Solitudo. Ben, solitude, hein, en traduction, solitude. Le solivagus, qui veut dire solitaire. Donc on est dans quelque chose d'une représentation qui est de l'unique, qui est de l'individuel, du personnel. Ou de ce qui devient unique, c'est-à-dire qui se regroupe. Hein. Alors, non. Solidarité. Oui, mais pour faire qu'un. Oui, c'est ça, ce qui se regroupe. Oui, mais donc qui passe du multiple vers le 1. D'accord. Qui s'unifie. Qui s'unifie, voilà. Qui s'unifie, mais qui va... Qui se réunit. Oui, mais qui fait qu'un, mais non, en réalité, pour se regrouper, non. Ça fait... Non, ça fait, c'est le principe lunaire, de l'autre côté. C'est-à-dire que le lunaire, au contraire, va partir du multiple vers le 1, et le soleil irait du 1 vers le multiple, c'est voilà. Ça. C'est comme une source. Dans le mot source, il y a le mot S, ça ressemble à soleil, source. C'est ça. C'est SO. Et vous allez avoir le sol, l'unique, le sol, le solitaire, le libre, le non enchaîné, et ce qui va délier, détacher. Il n'empêche que dans consolider de l'air, on est dans une démarche inverse. Effectivement, là, on doit rassembler ce qui s'était dispersé en un seul morceau, en un seul... Donc c'est pas facile de se distinguer les deux mouvements, si vous voulez. Oui, mais il faut quand même arriver, c'est-à-dire à trouver le principe même. Le principe même, c'est d'être un. Mais dans ce un, vous avez la pluralité. Mais le principe est pour autant un. Donc vous avez le dense et le compact. Et vous consolidez à partir de ce moment-là, effectivement. Si je prends par exemple mon corps, mon corps... Il est à la fois un et multiple. Il est à la fois un, mais avec tous mes organes, avec toutes mes cellules, avec tout l'ensemble, etc., je fais partie du multiple, mais en un. Oui. Bon, voilà. Mais il n'y a pas multiplication de moi-même. Non. Donc, je suis consolidé en moi-même. Je ne fais que un, et je suis solitaire. Alors qu'avec le principe lunaire, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va essayer à partir du multiple de regrouper, de ramener. C'est le principe féminin de la femme qui ramène au foyer et qui ramène et qui essaye, c'est la vestale de la déesse latine, à savoir qu'il faut ramener au centre, il faut ramener au foyer. Donc, voilà, par exemple, vous voyez, simplement un soleil, et encore, j'en ai pris que ce qui était le plus intéressant comme ça, parce que le plus prononcé en réalité. Mais il y a d'autres, hein, et sur lesquels on peut réfléchir, et sur lesquels amènerait, c'est-à-dire aussi plein de discussions et de réflexions. Les anciens, ils ont trouvé ça. Moi je dis chapeau les anciens. Ils ont créé quelque chose, un système absolument fabuleux. Non, mais il y a certainement une grande sagesse dans les langues, dans l'étymologie. Maintenant, ce qu'on n'arrive pas très bien toujours à saisir, c'est le rapport que vous faites entre l'étymologie et l'astrologie. Et de même que vous disiez tout à l'heure que vous essayez de montrer que l'astrologie, ce qui est en astrologie, on le retrouve finalement, les données astrologiques, on les retrouve
dans les mœurs, dans les pratiques, dans les civilisations, etc. Oui, ben, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure pour faire court, parce que alors là, il faudrait m'étendre très longuement. Mais c'est ce que je voulais dire avec l'exemple de portée et les voitures. Vous avez la vie nous apparaît comme une grande diversité de choses. Mais en réalité, si on s'intéresse bien, on va s'apercevoir qu'on peut ramener ça à très peu d'éléments. Voilà, c'est amusant, parce que, en fait, ce que vous nous dites là, c'est des démarches qu'on pourrait qualifier de lunaires, en fait. Puisqu'il s'agit de ramener la diversité à l'unicité. C'est intéressant, oui, j'y avais pas réfléchi, mais c'est intéressant à ça, parce que, effectivement, ramener, c'est-à-dire la diversité à l'unité, ce serait un principe féminin à partir de ce moment-là, déjà, premièrement. Et qu'est-ce que le féminin? Ben, c'est la terre, hein, par rapport à la tradition. Et donc, où sommes-nous? Ben, on est sur terre, hein, avant toute chose. Et par conséquent, notre démarche est peut-être, effectivement, d'avoir une conception de cette manière pour appréhender. Alors, justement, les civilisations qui étaient les civilisations antérieures, les civilisations antiques, fonctionnaient sur un principe lunaire. Elles ne fonctionnaient pas du tout sur un principe solaire, elles fonctionnaient sur un principe lunaire. Écoutez, il me semble que les deux, j'allais vous dire, que les deux se complètent. Ah ben, c'est une cyclicité absolue. ah Il y a ben, toujours un moment donné où on passe toujours de l'unicité à la diversité, puis de la diversité à l'unicité de façon cyclique. Ce ne sont pas deux forces distinctes, c'est deux faces d'un même processus. Les Aztèques avaient un calendrier solaire. Ah ben, pardon, j'ai pas entendu. Les Aztèques avaient un calendrier solaire. Ah oui, oui, oui. Ouais. Donc, si vous voulez, ce qui est un peu gênant souvent en astrologie, c'est que ce qui est de l'ordre du cyclique est formulé sous forme de deux entités planétaires différentes. Mais en réalité, ces deux entités, elles n'existent que l'une par rapport à l'autre. Or, astronomiquement, la Lune existe la Lune existe sans le Soleil. Je veux dire que... Si, elle existe. Oui, enfin, on peut pas... son cycle n'est pas... Son cycle, le cycle de la Lune, même si elle rencontre le Soleil, effectivement, enfin, je veux dire, le cycle de la Lune, le Soleil peut être à tel endroit, la Lune peut être à un autre endroit. Ouais. Ils sont pas... L'endroit où se trouve le Soleil ne détermine pas l'endroit où se trouve la Lune. Ouais. Or, normalement, dans un processus cyclique, l'un doit être dans la continuité, dans le prolongement de l'autre. Ils peuvent pas être on est dans le domaine du temps et non pas de l'espace. Or, l'astrologie, souvent, pose des problèmes en termes d'espace et non pas de temps. Poser le problème en termes de soleil et lune, c'est poser le problème en termes d'espace. Il y a un soleil, il y a une lune. Par contre, dire qu'il y a une phase lunaire et une phase solaire, là, effectivement, il y a un processus de temps qui intervient. Ouais. Ce sont deux logiques différentes. Alors, je vais vous répondre là-dessus. Quand je vais vous répondre par une image. Quand vous regardez un objet, prenez une voiture par exemple, vous ne pouvez pas la voir dans sa globalité. Vous la verrez que par rapport à l'angle où vous êtes placé. Ouais. Et vous verrez trois côtés, c'est-à-dire la moitié simplement. Trois surfaces, vous verrez. Donc vous verrez une moitié. Et il faudra vous déplacer et aller de l'autre côté pour voir l'autre moitié. C'est le fameux truc de l'éléphant. Tous ces hommes qui sont autour du même éléphant et qui ne voient pas la même chose. Voilà, je ne connaissais pas, mais bon, Ah ben si, c'est voilà. une grande image de la sagesse indienne. Ah d'accord. On met 10 aveugles autour d'un éléphant et chacun décrit l'éléphant Ah oui, autrement. j'ai entendu, oui, C'est très connu. Et décrit effectivement l'éléphant suivant l'angle où il est placé. Bien sûr, voilà, donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas appréhender dans sa globalité totale tout. Si, vous pouvez le faire par l'esprit, mais là vous faites appel à votre mémoire et à votre imagination pour vous rappeler l'angle sur lequel vous aviez regardé précédemment la voiture. Voilà, donc
quand on fait, c'est-à-dire une observation, par exemple sur une société, on va dire qu'elle fonctionne sous l'angle lunaire, l'autre société fonctionne sur l'angle solaire, bien entendu, vous l'amputez en partie, c'est vrai, d'une partie d'elle-même, mais ce sera sa partie invisible. Ce que vous avez amputé, c'est la partie invisible. Pour vous donner un autre exemple, vous êtes homme, et vous n'êtes pas femme. Je vous reconnais parce que vous êtes homme. Donc ça, c'est votre partie visible. Mais vous avez, à proportion égale, une partie féminine en vous-même. Mais vous ne la donnez pas à voir. Mais pour autant, vous aurez à certains moments des propos, des gestes, donc là, on est avec Jung, pour avoir cet anima, alors que vous êtes un animus. Et par conséquent, on va avoir donc une autre polarité. C'est ce qui se passe avec notre planète. Si vous êtes sur la sphère donc de l'hémisphère nord, vous ne pouvez pas voir et vous n'êtes pas pour autant sur la sphère de l'hémisphère sud. Pour autant, elle existe et elle est présente. Donc, quand on fait une analyse, que ce soit en astrologie, on va prendre une dominante et c'est cette dominante qui va nous intéresser. On sait que pour autant l'autre est présente, donc si on fait un thème, on va s'intéresser effectivement au soleil, mais si on est une femme, on va s'intéresser au soleil, mais particulièrement aussi à la lune, parce que la lune sera quelque chose de très, très important pour la femme et il ne faudra pas la délaisser. Et dans ce schéma, on peut voir que de toute façon, la manière dont les planètes sont disposées, c'est pas par hasard qu'on a mis le Soleil et la Lune en partie chaude. On aurait pu les placer ailleurs. Oui, c'est vrai que... parce que on les place en Cancer et en Lion. Je dis ça pour monsieur Calbotin, qui est un peu le Candide. Oui, et donc c'est pas par hasard, et tout ça, ça a une explication. Là, on peut encore développer toute une... C'est-à-dire quand même curieux d'ailleurs que la Lune, qui par certains côtés est un peu l'opposé du Soleil, se retrouve à ses côtés en été. C'est toujours un peu surprenant. On aurait pu penser que deux principes aussi distincts ne se retrouvent pas côte à côte. On aurait pu penser que la Lune, par exemple, se trouvait en hiver et le Soleil en été, par exemple, monsieur Tilly. Alors bon, je vais rentrer dans une petite explication, effectivement, pour dire que quand on est avec le chaud, on est dans un principe, c'est-à-dire de la vie. C'est-à-dire que les atomes, s'ils veulent s'agiter, il faut du chaud. À partir de ce moment-là, on est dans la vie. Et comme l'astrologie est avant tout un système qui est dirigé en soi pour la pensée de l'homme, pour l'homme, donc on va parler l'homme en vie. Et si l'homme en vie, à l'instant, on disait qu'on avait une part visible de son identité sexuelle et une part invisible de son autre identité sexuelle. Donc moi j'ai à 50-50 soleil et lune, et dans un principe de la vie, et non pas dans un principe de l'abstraction et de la mort. Donc c'est pas par hasard que les anciens ont placé juste à cet endroit-là, donc c'est deux luminaires, et ce sont deux luminaires qui sont facteurs de symboles. Et sur le plan astronomique, on peut se poser la question, mais je ne vous donnerai pas de réponse parce que là, on est parti dans un débat qui est trop long. Mais pourquoi, justement, on n'a pas placé la Terre? Tiens, pourquoi la Terre, elle n'est pas représentée? Voilà. Et pourquoi, en réalité, les anciens ont mis le Soleil dans la représentation des planètes à la place de la Terre? Tiens, encore une autre question. Pourquoi, à une certaine époque, des auteurs anciens
dont j'ai plus le nom en tête, mais plaçait pour autant le Soleil au centre du système Oui, solaire. aussi. Donc, pourquoi n'ont pas-ils fait? Pourquoi ont-ils voulu garder toujours un Soleil au centre? Alors effectivement, c'est la manière dont on percevait sur le plan astronomique à une certaine époque par rapport à la Terre. Mais ce n'est pas la seule réponse. C'est une réponse qui avantage les astronomes. Mais si maintenant on cherchait et on creusait un petit peu plus loin, on aurait certainement peut-être, en décryptant mieux les textes anciens, encore que, je fais une aparté, mais dans ce domaine, les textes anciens, malheureusement, ont disparu pour une bonne part, ou ont été détruits, Ah oui, soit par les faut tenir guerres, compte de ça. Oui. ou soit par les religions renaissantes, qui ont voulu faire disparaître tout un polythéisme et qui, bien entendu, les dérangeait. C'est normal, quand on est dans une révolution, on coupe les têtes des anciens, et puis on recommence et on fait du neuf. Voilà. Donc les textes, on les a plus. Et où on peut encore peut-être en avoir un par hasard qui nous arriverait. Voilà, et qui permettrait, c'est-à-dire de refaire un peu la lumière, justement, sur une meilleure connaissance, et en tout cas une connaissance beaucoup plus approfondie de ce que connaissaient les anciens. Mais une autre chose qui me gêne, par exemple, dans ce tableau que vous avez, sur qu'on est en train de commenter, si on prend par exemple le cas de Vénus. Vénus est à la fois en Taureau et en Balance. Or, vous nous avez dit tout à l'heure que le printemps et l'automne, ce sont deux saisons quand même très différentes. Comment se fait-il que la même planète corresponde à deux saisons aussi différentes? Et Mars, c'est pareil. Mars est à la fois en Bélier et en Scorpion. Comment se fait-il que Mars et Vénus soient dans la même saison? L'objection que je faisais concernant le Soleil et la Lune, on le retrouve aussi avec Mars et Vénus, d'une certaine façon, puisque Mars et Vénus se trouvent à la fois favorisés l'un et l'autre dans la même saison, et deux fois de suite d'ailleurs. Ils sont tous les deux ensemble en printemps et ensemble en automne. Tout simplement parce que vous avez dans notre système toujours cette dualité, et cette dualité elle doit être représentée aussi avec des éléments significatifs des deux représentations. Vous ne pouvez pas échapper dans notre monde le principe féminin et le principe masculin. Vous ne pouvez pas échapper le principe du jour et de la nuit. Vous ne pouvez pas échapper le principe du chaud et du froid. Voilà. Donc de toute façon, il faudra tout couper, toujours tout par deux. Ah oui. Donc ils ont fait fort, les anciens, et ils ont tout compris, effectivement. Et vous n'avez pas une Vénus dans le taureau, va être effectivement lunaire à partir de ce moment-là, alors que dans le bélier, elle sera solaire. Le seul exemple inverse, c'est Saturne, dont les deux domiciles sont en signe dans la même saison, c'est-à-dire en hiver. Non, parce que Saturne sera aussi, c'est-à-dire avec des polarités différentes, sera solaire et lunaire. Voilà. De toute façon, il y aura toujours des... Parce que vous avez des axes qui ne correspondent pas aux axes des saisons, en fait. Comme l'axe qui passe entre Capricorne et le Verseau, ce n'est pas l'axe, c'est pas le solstice. L'axe qui passe entre le Soleil et la Lune, c'est pas non plus le solstice. Si vous voulez avoir, c'est-à-dire du mouvement et de l'évolution dans la vie, vous ne pouvez pas figer un système, sinon il meurt. Donc il y aura toujours des dynamiques qui seront créées, c'est-à-dire toujours, et là, c'est des points cardinaux, et ces points cardinaux sont des vecteurs de changement et de modification.
qui vont permettre de pouvoir passer d'un état par rapport à l'autre. Regardez par exemple les éléments, c'est pas par hasard qu'on a choisi des éléments. Et quand vous prenez la structure des anciens, c'est bien réfléchi, c'est bien pensé. Pas par rapport aux saisons en tout cas. Parce que... Non mais attendez, les saisons, c'est vous qui les avez un petit peu définies à un moment donné. Enfin, c'est-à-dire que c'est les hommes qui ont défini une saison à un moment donné qui avait une certaine logique aussi. Mais cette saison, elle peut pas rester statique. Elle est forcément dans un mouvement. Donc il va falloir trouver, c'est-à-dire des signes ou des éléments qui vont lui permettre de pouvoir passer et animer une dynamique. Regardez par exemple des signes comme les cardinaux. Oui. Eh bien, les cardinaux, qu'est-ce que l'étymologie de cardinal? C'est quoi? C'est pivot, c'est gond. Ouais. Ça veut dire qu'on tourne la page, on fait un mouvement et on va ailleurs, on passe quelque chose d'autre. Oui. Voilà, donc il est certain que ça a une signification, ça a une raison d'exister. Et du coup, on va créer une dynamique pour passer d'un état par rapport à un autre état. Regardez par exemple, dans les signes, vous avez les signes mutables. Oui. Eh ben, c'est toujours le dernier d'ailleurs, c'est toujours le dernier. Vous avez toujours un dernier signe qui est mutable. Mais si vous prenez aussi par exemple les signes d'eau, ben, les signes d'eau c'est mutable aussi. Avec l'eau, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous changez l'état d'un objet. Vous prenez de la terre, vous la ramollissez grâce à l'eau. Et donc vous avez changé son état. Et donc l'eau, ben, c'est aussi le dernier signe. Feu, terre, air, eau, c'est le dernier signe. Voilà. Signe cardinal fixe, mutable, c'est le dernier signe. Et bien là, dans cette représentation, c'est pareil, c'est que vous avez, c'est-à-dire le dernier signe, qui est un cardinal, et qui est en même temps le premier. Donc ça fait du bruit, du coup. Ça passe d'un état vraiment à un autre état. Je termine. Alors du coup, je commence avec le taureau. Hein, on va dire, si on veut faire, encore que ce n'est pas forcément le taureau, mais le taureau est intéressant aussi, puisque si on prend le béni soit-il je crois que c'est du Talmud juif, vous avez le béni soit-il qui pose des questions à chaque signe, enfin à chaque lettre. Et vous avez à un moment donné une réponse en disant c'est pas le premier. Et on termine avec le béni soit-il au niveau du bet qui devient, parce que il y a le bet qui veut dire le B, avec le aleph qui est le premier. Donc si on voulait faire une correspondance par rapport au bélier, ce serait le aleph, effectivement, et ça l'est. Si on veut faire une correspondance avec le signe du taureau, ça va être le bet, donc le B, A, B, donc le bet. Et du coup, on va avoir une correspondance avec la deuxième lettre, pas la première lettre, mais avec la deuxième lettre. Et dans le Talmud, le béni soit-il, refuse toutes les autres lettres, sauf la première qui pour lui doit commencer et doit être représentatif, c'est le bet. Pour lui, c'est vraiment le bet qui commence. Alors il y a des raisons, alors là je ne rentrerai pas encore là-dedans parce que c'est tout un développement philosophique, religieux, etc. et de pensée. Si on regarde toujours chez la Genèse de l'Ancien Testament, les mots, la première lettre qui commence, c'est Bereshit. Oui. Eh bien, c'est un B qui commence. C'est la première lettre du commencement des choses. Donc, là encore, c'est le bet qui commence. Oui. Voilà. Mais je ne vous donnerai pas la réponse. Pourquoi le bet?
Et pourquoi le taureau? Alors là, on est parti sur quelque chose qui est très long à développer et qui serait un cours magistral. C'est vrai que les étoiles fixes royales, ça concerne les constellations taureau, scorpion, lion et verseau. Les signes fixes avaient une grande importance dans le système traditionnel. Les signes fixes. Les 4 signes fixes du zodiaque ont une présence symbolique très forte, plus forte que les signes cardinaux. Ben, Parce qu'on le retrouve dans le sphinx, par exemple, voyez-vous. Dans le sphinx, dans les 4... dans le tétramorphe, etc. Le tétramorphe, oui. Et c'est pas par hasard que le christianisme a choisi justement les 4 évangélistes. Les évangélistes. Et c'est pas par hasard qu'il y a Matthieu par rapport au Verseau, qu'il y a Saint Jean par rapport au Scorpion, qu'il y a Luc par rapport au Taureau, etc. Bon, voilà, c'est pas par hasard. Donc là, on a une matrice zodiacale qui est quand même très très importante, oui. Et curieusement, d'ailleurs, chez Ézéchiel aussi, on trouve ça d'ailleurs, les chayotes, ce qu'on appelle les animaux vivants. Il y a là un principe quaternaire. Finalement, vous savez, moi je dis toujours, quand on prend un gâteau, on peut le diviser en 2, on peut le diviser en 4, on peut le diviser en 8, on peut le diviser en 16, mais on ne le divise pas spontanément en 12. Le 12 n'est pas une fonction binaire, le 12. C'est pas évident. Ah si, c'est une fonction binaire. Ben, évidemment, on peut le diviser en 2 fois 6. Ah oui, non, mais vous êtes quand même dans un partage qui est quand même binaire. Hein. Ah ben, oui, vous pouvez le diviser en 2, en 4, en 6. Oui, on peut diviser le 12. Oui. Mais on peut pas, à partir du 2, arriver au 12. De 2, vous arrivez à 4, du 4, vous arrivez au 8, de 8, vous arrivez à 16, vous n'arrivez pas au 12. Ah oui, d'accord. Non, le 12, on peut évidemment, le 12, on peut le diviser en 2, ce qu'on veut. Mais je veux dire que c'est pas évident, n'est-ce pas, dans la vie courante même, on ne divise pas, on n'arrive pas au 12. Le 12 est un phénomène, comme vous l'avez constaté tout à l'heure. Bon, il se trouve qu'il y a effectivement 12 rencontres entre la Lune et le Soleil. Bon. Maintenant, oui, mais est-ce que c'est 12 ça marque le temps. Ah oui, mais c'est un temps... Ah oui, si, ça représente le temps. Et le temps, c'est très très important. Vous ne pouvez pas échapper par rapport à ça. Le temps, il faut du temps. Il faut un temps. Mais disons que là, moi, ça me libère. C'est quelque chose qui me permet d'avoir une excuse d'existence. Une excuse d'existence. Excuse d'existence, ah oui, d'accord. C'est mon acquis. C'est un point de départ. Ça explique d'où je viens. Ça explique beaucoup de choses. Mais ça ne dit pas tout. Je ne sais pas d'où sortez ça, effectivement, pourquoi pas. C'est un point de départ, c'est-à-dire que, voilà, qu'a-t-on dans ce schéma? On a la sagesse de tout un passé qui nous parle, qui nous permet de nous situer. Et ça, c'est excellent, ça nous évite à chaque fois de refaire le monde en solitaire, de réinventer ce que nous sommes. C'est un acquis formidable qui nous permet d'avancer. Quand vous dites le zodiaque, vous êtes en train de parler du dessin ou du zodiaque de tout, ah oui, mais c'est pas le zodiaque. Tout le résumé. Non. Ah oui, mais ça, c'est pas le zodiaque. Le zodiaque fait partie du système. Oui, partie du système. Non, attendez. Je veux dire que ce que vous m'avez dit. Ah oui, ça vous a plu. Tout ce que vous m'avez dit, pour moi, c'est quelque chose qui me permet ce que j'aime dans l'astrologie, c'est ça me permet de me situer. De me situer par rapport à une sagesse antique. Qui m'enrichit. Mais je cherche, une fois que j'ai cette sagesse antique qui me permet de me poser un point de départ solide, ça me permet ensuite de chercher des réponses que je cherche, non pas sur l'avenir, mais sur ce que je suis. Quand vous parliez, moi,
je vous écoutais, car tout ce que vous m'avez dit résonnait en moi. Résonnait en moi et je trouvais des explications sur des choses essentielles. Il y a beaucoup, vous savez, tic, 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 tic. Votre conversation m'a énormément enrichi. Merci. Parce que même vos conversations, vos conversations à tous les deux me permettent d'évoluer, me permettent d'enrichir. Mais vouloir dire que ça explique tout, c'est ça le problème. Là, non, mais on peut tout, c'est sûr. C'est pas une tautologie. Mais moi, ce qui m'intéresse en réalité, c'est pas tant le savoir, le fait de savoir si ça va même m'enrichir, mais pas comme on l'entend dans le sens que j'ai appris plein de choses sur moi. C'est plus le fait de découvrir un monde qui était ancien et qui avait une connaissance qui me surprend et qui me transporte, je vais dire, d'admiration en me disant, mais comment sont-ils arrivés à penser tout ça pour en arriver à un système qui me paraît quand même fiable sur le plan de la pratique. Et je me dis, là, il y a quelque chose qui me dépasse. Parce que fallait-il pouvoir organiser tout ça? Oui, mais... Fallait-il le capter? Ben, c'est la richesse qu'ils nous transmettent. Et justement, et encore, moi, je suis modeste dans le sens que j'ai pas tout compris, malheureusement, mais je voudrais bien avoir tout compris. Mais... J'ai connu un astronome qui s'appelait Bernard Millet, qui est astronome à Nice et qui étudie les petites planètes. Justement parce que ça sert pour l'étude de la manière dont fonctionnent les satellites artificiels. Qui un jour a été confronté à Madame Soleil. Et au cours d'une conférence qui a été... Bernard Millet, c'est ça? Bernard Millet. Oui, il écrivait dans le journal, dans les journaux du sud de la France. Oui, et c'est une personne qui était passionnée d'astronomie, qui était professeur agrégé de français, et qui a fait tous ses cours d'astronomie, un petit peu ses cours d'astronomie, à la grande fureur de sa femme, parce qu'il dit, quand il est devenu astronome, il a gagné 4 fois moins. Mais Bernard Millet lui a répondu, moi, j'aurais payé pour faire ça. Et ensuite, il y a une confrontation avec Madame Soleil, au sujet de... C'était organisé par de Monte-Carlo, je ne sais pas exactement. Et il m'a dit, vous savez, Madame Soleil, j'admets tout ce que vous dites. Car c'est vrai que nous sommes des hommes sous influence. Maintenant, vous me dites que vous tenez compte de Pluton. Sachez, madame, que l'armoire à linge ou le frigidaire que vous avez dans votre cuisine a plus d'influence sur vous que Pluton qui est beaucoup trop loin. Donc là, dans nos petites planètes, je vous rejoins. Et il a dit, je ne dénie pas que nous sommes influencés par les planètes. Ce que je dénie, c'est la possibilité d'en tirer des prédictions. D'en tirer des prédictions. Ah oui. Et là, il a dit, moi, j'admets parfaitement tout Zodiac, etc. Parce que, et comme il a dit, ça me permet de situer, une sagesse ancienne et tout. Mais je n'admets pas qu'on puisse dire qu'on peut prédire les choses. Et ça fait plaisir de trouver un astrologue qui dit, je fais ça pas pour les prédictions. Ça, c'est ma vision des choses. D'ailleurs, c'est pas, à mon avis, hein, c'est encore un de mes avis, mais c'est pas la planète qui influence, ou c'est pas le signe du secteur du ciel qui influence comme des rayons, comme des énergies. C'est tout autre chose. Oui, absolument. Les gens qui sont nés en décembre, sous tel signe, se ressemblent plus ou moins tous. Les gens, c'est vrai, il y a des choses bizarres. Bernard, il a dit, qu'il y a un astronome, qui n'est pas un astrologue. Il disait, Madame Soleil, c'est vrai qu'il y a des choses bizarres qui se répètent. Les gens qui sont nés tel mois se ressemblent, ont des caractères communs, semblables, etc. Donc il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais, vous voulez continuer votre propos, monsieur Tilly? Qu'est-ce que vous étiez en train de dire là?
Au niveau des influences, Oui, vous disiez que ce ne sont pas des influences au sens classique. non, pour moi, Ce sont des signes, ce sont des signaux, ce sont quoi? Parce que par exemple, si on prend l'exemple de Pluton, vous venez de signaler que Pluton ait moins d'influence que un truc qui est à côté, la question n'est pas là. La question est de savoir quel type de signification il a. Parce que je peux voir Pluton, c'est une chose, mais c'est pas parce que je le vois que je sais ce qu'il signifie. C'est pas parce que je vois un objet que même si je le perçois visuellement, ça ne me donne pas son sens. Quelqu'un peut pas, imaginons que je fixe qu'entre nous il y a un signal qui détermine une signification. Quelqu'un qui n'est pas au courant, il verra ce signal, mais pour lui ça n'aura pas la même signification. Donc le problème c'est de savoir quelle est la signification que l'on assigne au signal. Est-ce que et donc là, parce que percevoir le signal, c'est presque une réalité astronomique. Je perçois un fait qu'il y a un objet qui est là. Mais qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qui détermine sa signification? Est-ce que c'est l'objet lui-même ou est-ce que c'est ce que je projette sur l'objet? C'est ce que je tentais d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir que vous avez un système d'analogie qui un exemple. Vous avez, c'est l'exemple de la partition que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Ah oui. À savoir que vous avez un orchestre avec différents musiciens. Ces musiciens vont tous être en harmonie pour jouer une partition. Donc là, vous avez un accord de groupe qui se produit. La partition a décidé que tous les violons allaient jouer à un moment donné par rapport aux trompettes. Eh bien, vous avez tout un ensemble qui va agir par conséquent. Et de différentes manières pour pouvoir être en harmonie avec tout un système. Donc quand vous avez, si on essayait de placer ça sur le plan astrologique, c'est pas évident à expliquer, mais bon, vous avez une planète qui va être à la place d'un musicien. Cette planète réagit au même titre qu'un individu. C'est comme si vous aviez cette fois parmi les musiciens un qui s'appelle Vénus et l'autre qui s'appelle Tartampion. Tartampion fonctionne exactement de la même manière que Vénus. Vénus étant dans un processus de partition et Vénus fonctionne avec la partition comme l'autre qui s'appelle Tartampion fonctionne avec la partition. Donc vous avez un ensemble, le tout, c'est d'avoir la partition. Alors, la partition, ça, c'est Dieu, quoi, voilà, on va dire, bon. Et cette partition, elle peut être, par contre, visualisée. Et cette partition, comment cette partition est apparue, ça on peut pas répondre. Mais on peut la visualiser. Et la visualiser, c'est le thème astrologique. Donc, si Vénus se déplace et va dans un secteur, on a une signification de la même manière que Tartampion, qui lui va réagir de la même manière. Tous les systèmes se coordonnent. Donc c'est ma définition propre. Hein, voilà, maintenant on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Ouais. Mais je ne vois que cette possibilité. Ça ne peut pas être possible qu'une planète puisse envoyer un effet qui serait un effet un peu de force, d'énergie, comme pourrait l'être par exemple
les marées par rapport, c'est-à-dire à la Lune et le Soleil. Voilà. Bon, mais parce que là, on a des puissances solaires et lunaires parce qu'elle est très proche et que pour la force gravitationnelle, bon, c'est possible. Mais quand on se retrouve avec un Saturne qui est aux confins de l'univers, là, il n'y a plus d'attraction. Non, c'est autre chose. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus que, à ce moment-là, il faut. Ce n'est plus le. Dans un cas, on a des planètes, le Soleil et la Lune sont des forces on n'a même pas besoin de déterminer leur signification. Leur force, elle parle d'elle-même en quelque sorte. Ils ont une présence qui s'impose à nous. Dans le cas des planètes comme Jupiter, Saturne, c'est à nous d'aller leur donner de la signification. Elles renvoient à la signification qu'on leur donne, quelque part. Donc il y a une dualité entre les planètes immanentes, c'est-à-dire celles qui s'imposent d'elles-mêmes, et les planètes transcendantes qui sont là du fait d'une alchimie complexe entre l'homme et elle-même. Enfin, c'est l'homme à la fois qui leur donne du sens et en même temps qui va ensuite être déterminé par ces planètes. C'est-à-dire que c'est comme l'homme qui s'enfermerait lui-même dans son propre système, en fait. C'est pour ça que toute comparaison entre le Soleil et Saturne est discutable, parce que ça n'est pas du tout du même ordre. Dans un cas, on a des planètes, je dirais, dans un cas, on est dans le domaine du féminin, je dirais, parce que vous aimez du féminin, c'est-à-dire des choses qui s'imposent d'elles-mêmes. Et dans l'autre cas, on est dans le domaine de la créativité. L'homme a créé Saturne, a créé Jupiter au niveau des significations, il n'a pas créé le Soleil et la Lune. Bien sûr. C'est pas du même ordre. Mais attendez, si, pour autant, c'est-à-dire que tout confondu, l'homme n'est qu'un observateur. Et il est l'observateur d'un système et qui, par analogie, revient sur des effets sur lui. Mais ces effets, c'est pas l'homme qui les commande, c'est la vie, c'est le principe même de notre univers. Et nous sommes en réalité une simple feuille portée par le vent et qui, à un moment donné, s'écrase sur le sol. Mais c'est pas la feuille qui a voulu, à un moment donné, c'est le système qui est en soi qui a voulu que la feuille se décroche, poussée un peu par le vent, parce que là aussi il y a la contingence extérieure qui arrive et qui fait que la feuille va venir s'écraser sur le sol. Le seul conditionnement qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que la feuille, c'est normal qu'il y ait un moment donné tombe sur le sol et devienne le fumier de la terre. Voilà, et ça va faire partie du cycle du renouvellement, et ça fait partie. Ça, c'est un conditionnement. Voilà. Et donc, l'homme, il est comme une feuille ballottée par le vent de la même manière. Et à un moment donné, il naît, ça c'est le conditionnement. Il devra mourir, ça c'est le conditionnement. Et il aura des passages qui lui sont propres à la spécificité humaine, qui sera différente pour un animal, qui sera différente pour un végétal, qui sera encore différente pour un minéral, etc. Chacun est conditionné dans sa sphère, et ça, on ne peut pas échapper. Donc, l'homme n'a pu que quoi? Simplement observer, et observer ce qu'il est. Et son devenir, bien entendu, puisqu'il est appelé à mourir. Est-ce que tout cela, vous l'avez écrit quelque part? Parce que je serais très heureux de vous éditer. Oui. Ah oui, j'avais dit qu'il était éditeur. Parce que ce que vous dites est très intéressant. Ah oui. Je peux vous éditer à compte d'éditeur. Oui, oui. Ça vous demande la santé. C'est quoi le compte d'édition? Ça veut dire tout simplement que vous ne payez rien, je paye tout. Ah, d'accord. Oui. Et d'autre part, je serai référencé sur les lettres et à la flaque. Mais bon, je compte effectivement parce que l'écrire je pense, de toute façon. Je pense que, parce que là, il est certain tout ce que vous dites est tellement riche que ça vaut le coup d'être couché par écrit. Et moi, je vous ai dit à compte d'éditeur. Mais il faut écrire. Non, mais attendez. Il faut l'écrire. Ce n'est pas si compliqué que ça, d'écrire.
Tout simplement parce que tout est dans votre tête, et parfaitement structuré. Ah oui, oui, c'est sûr, mais... Il suffit que vous expliquiez ça par ce que vous nous avez dit là. Vous mettez par écrit, et à ce moment-là, vous aurez un support, et qu'on pourrait illustrer d'ailleurs avec les films qui ont été pris. Qu'est-ce qu'on pense? Écoutez, moi je vous laisse la responsabilité de vos propositions, monsieur Canbotin. Il n'y a pas de problème. D'autant plus que ce sont des livres qui sont assez courts, ce sont des livrets. C'est-à-dire, je vais expliquer. Un bon petit livret, ce qui est dactylographié et qui tient 150 pages, il tient. 150 pages dactylographiées, tient dans un livret. Ça contient beaucoup plus qu'on croit. Parce que je peux aller jusqu'à les petits livrets, contiennent beaucoup plus qu'on croit. Et je suis resté au petit livret, tout simplement parce que je me suis aperçu d'une chose. Vraiment, c'est des livrets, ce qu'on appelle toutes les images que l'on veut, toutes les photos que l'on veut. On peut même écrire à travers une photo, à travers une image, en différentes couleurs, etc. Donc, comment avoir un produit que les gens achètent? Mes livrets sont achetés. Tout simplement parce que la présentation est compacte, un livret par thème, un thème bien développé, écrit par des gens aussi talentueux que vous, et qui résume un point. Et moi j'ai des gens, par exemple Rémi Boisbessot, 3 livrets. Anarchie, tendresse et mémorial. Voilà. Eh bien, il est content, parce qu'il dit, je vais faire un gros recueil. S'il y a un gros recueil, les gens ne l'achèteront pas, mais si tu fais 3 livrets avec des thèmes différents, et il a trouvé ça formidable, et je suis en train de sortir ça. Le premier livret étant préfacé par Mohamed Grimm, qui est un poète, auteur, compositeur, interprète tout à fait talentueux, et Mohamed Grimm, qui est un très grand poète et écrivain que je compte parmi mes amis, m'a dit, je lui fais sa préface, parce que c'est un type fantastique. Et donc, moi, je vous dis franchement, pourquoi je suis devenu éditeur? J'ai passé 10 ans à me trimballer avec des gens superbes, des gens talentueux, des gens fantastiques. Un savoir qui ne s'écrit pas finit toujours par mourir. Je fais œuvre d'archéologue, je fais œuvre salutaire. Voilà, et je le pense réellement.